Toujours les mêmes horreurs à Gaza, des milliers de morts chaque jour, bombardement de camps de réfugiés, et le lendemain, rebombardement par l'armée d'Israël du même camp de réfugiés où sont en train de travailler encore des dizaines de secouristes courageux qui travaillent quasiment 15 heures par jour, 7 jours par semaine, parfois plus, en ayant très peu de nourriture, très peu d'eau potable, le plus souvent aucun véhicule, donc ils doivent courir d'un lieu à l'autre pour essayer de sauver des vies et les ramener dans des hôpitaux qui manquent de tout. C'est abominable. Et comment on en arrive là? Comment on en arrive là? On y arrive à cause de la corruption. À cause de la corruption par l'argent, à cause de la corruption par la compromission. Donc je pourrais vous parler de l'affaire Epstein, mais plein d'autres choses. Donc des gens sur lesquels il y a plein de dossiers. Donc imaginez quand même le gouvernement français aujourd'hui, dans lequel il n'y a pratiquement aucun ministre qui n'est pas accusé ou sous le coup d'une enquête de la Cour de justice de la République ou d'enquêtes diverses et variées et qui sont maintenus à leur poste. Vous imaginez la République exemplaire dans laquelle autant de ministres sont fâchés avec la loi. Et moi aussi je suis fâché. Et moi aussi j'ai envie d'hausser le ton et de dire ça suffit. Quand je découvre que des sénateurs sont fiers de vouloir faire des lois pour empêcher de critiquer l'État d'Israël et son attitude, c'est-à-dire légitimer la barbarie la plus odieuse et la plus infâme qui autorise à tuer les civils et les enfants sous prétexte d'objectifs militaires supérieurs qui ne sont jamais avérés, ou sous prétexte de massacres qui, comme le prouvent la plupart des enquêtes sérieuses sur le sujet, pour parler du 7, montrent qu'effectivement, des dizaines, des centaines d'Israéliens ont été massacrés, mais une grande partie l'a été par leur propre armée, sous le feu des canons et des hélicoptères américains Apache utilisés par l'armée d'Israël, complètement esselés par quelques dizaines de terroristes ou soldats du Hamas. Maintenant, je sais même plus quoi dire avec toutes les informations qu'on apprend. Puisque si on écoute les rescapés, si on écoute les otages libérés, ils disent tous la même chose. Ils disent tous que ces preneurs d'otages étaient plutôt calmes, plutôt sympathiques, plutôt posés et presque désolés d'avoir en arrivé à de telles extrémités. J'ai l'impression qu'en fait, dans cette affaire, tout le monde est tombé dans un piège, tout le monde a été trompé, exactement comme le 11 septembre. Mais exactement comme le 11 septembre, très rapidement, on a eu l'équivalent de ce passeport de Mohamed Atta trouvé dans les ruines. Comment peut-on trouver le passeport de quelqu'un qui est dans le cockpit d'un avion, qui s'écrase et prend feu immédiatement? Par quel miracle? Il l'a jeté par la fenêtre dans un geste de publicité, comme tous les terroristes d'ailleurs quasiment depuis, qui laissent leur passeport au cas où. Jusqu'à même un terroriste en Allemagne où après 2 jours la police avait toujours pas d'idée pour son enquête et puis il regarde dans le camion du terroriste et il trouve sous le fauteuil un passeport. Non mais sincèrement, à quel moment on arrête de croire tous leurs mensonges, toutes leurs absurdités, toute leur débilité? L'État le mieux protégé au monde, où pratiquement tous les citoyens sont des soldats et qui ont fait un long service militaire, se laisserait dépasser par des personnes habillées un peu n'importe comment, avec des fusils d'un autre âge, avec des parachutes et des deltaplanes, et qui, soi-disant, mettraient en danger l'État et l'avenir de l'État d'Israël. Et on se demande aussi comment toutes ces roquettes et tous ces tunnels, soi-disant, sont possibles
Je vous rappelle, juste à titre anecdotique, que si vous refaites le film en arrière, Saddam Hussein devait avoir le plus grand blocos dans lequel il pouvait avoir des centaines de soldats, de gardes rapprochés, et il en avait plein partout, dans lequel il y avait la 5e plus grande puissance mondiale qui était cachée. Évidemment, tout le monde oubliait que depuis 10 ans, sans arrêt, sans discontinuité, l'Irak était bombardé, qu'elle avait une armée complètement exsangue, un pays exsangue, et d'ailleurs que le Koweït pompait le pétrole de l'Irak. Bon, je vous rappelle la fausse fiole aux Nations Unies avec Colin Powell. Je vous rappelle la fille d'un ambassadeur du Koweït aux États-Unis qui avait été sélectionnée parce qu'elle pleurait mieux que les autres pour expliquer que les soldats irakiens mangeaient les bébés, etc. Et donc là, on a la même chose. Les bébés sont cuits, recuits, brûlés, vifs, etc. Et puis, sauf que les rescapés disent non, c'est pas du tout ça. C'est les tanks, c'est les troupes de l'armée israélienne, Tsahal, qui ont tué l'essentiel des prisonniers en voulant tuer les terroristes du Hamas. Idem pour la fameuse rave party. Et d'ailleurs, il y a des images qui montraient que c'était absurde, puisqu'effectivement, on voyait les membres du Hamas avec des petites carabines qui avaient l'air complètement perdus, parce qu'évidemment, c'était des troupes suicides, entre guillemets. Jamais quelqu'un de sérieux au Hamas pouvait croire qu'ils allaient traverser comme dans du beurre. À part s'ils étaient complices, informés, que ceci et que cela. Mais bon, tout ça, c'est polémique. Ça n'a aucun intérêt. Parce que d'une part, il faudrait faire la paix le plus rapidement possible. Et donc, pardonner, entre guillemets, toutes ces exactions, même si c'est dur. Mais à un moment, il faut faire la paix. De la même manière qu'il est inacceptable qu'Israël soit en train de gazer avec du phosphore, avec des bombes, avec de la poussière, les hôpitaux de Gaza et les populations civiles pour des objectifs militaires dont on ignore absolument tout. Il est évidemment inadmissible que des gens veuillent détruire l'État d'Israël. Et les Israéliens, ils sont là. Évidemment, ils ont demandé à être là et ils ont obtenu d'être là. Et c'est compliqué de cohabiter dans la vie, comme dans pratiquement tous les pays du monde où il y a des gens qui arrivent et ce serait une longue discussion qu'on pourrait avoir sur l'apartheid en Afrique du Sud. C'est compliqué, mais il faut trouver une solution. Il faut construire une solution pour que la paix revienne dans cette région du monde. Mais pour la construire, il faut écouter des gens qui n'ont pas envie de tout détruire. Il faut écouter des gens qui ne se régalent pas à la vue du sang d'autrui, voire même qui ont envie de le boire. Je suis vraiment fâché. Et pourtant, j'ai envie de faire une capsule sur, justement, comment l'ordre mondial est devenu un désordre mondial tel. Il est devenu un désordre mondial tel parce que les organisations, les grandes organisations internationales, elles ont été prises en main par des intérêts privés considérables. C'est le cas d'ailleurs de l'OMS, par exemple. Quand on regarde les plus grands investisseurs dans l'OMS, les gens qui financent le plus l'OMS, les gens qui corrompent le plus les personnes au sein de l'OMS, les gens qui sont désignés par un certain nombre d'États pour prendre la tête des différentes organisations et des différentes directions à l'intérieur de l'OMS, on se rend compte que tout est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? L'OMS est en train, si on ne réagit pas, en 2024, de prendre le contrôle, d'avoir autorité, sans avoir jamais été élu, sans avoir jamais été choisi par les citoyens, de la santé de quasiment l'intégralité des citoyens du monde. Bizarre, un échec total avec le Covid, des mensonges, des injections totalement inutiles qui étaient imposées dans toutes les parties du monde et qui étaient offertes dans des zones du monde comme l'Afrique où il n'y avait pas de malades.
Mais bizarrement, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de manger, il n'y avait pas de travail, etc. Mais il y avait des vaccins, des injections. Injections fournies par une boîte qui appelle vaccin une injection qui permet de castrer les porcs. Vous imaginez quand même le travestissement intellectuel pour appeler vaccin une injection de castration. Il faut chercher, vous allez voir sur Internet, division animale de Pfizer, vaccin pour castrer les porcs. Alors on castre les porcs chimiquement, parce que c'est plus facile, entre guillemets, juste une injection, alors une grosse injection, mais ça donnerait un goût plus agréable à la viande, parce qu'en fait, si on casse pas le porc, il y a un goût plus fort qui plaît pas aux consommateurs. Mais c'est quoi les conséquences de ces produits sur la santé humaine ? On apprend maintenant que les végétaux pourraient être de plus en plus vaccinés. Alors déjà, on a des OGM, on n'y comprend rien. Des sociétés qui prennent le contrôle du vivant, du contrôle des graines, du contrôle de tout. On voudrait interdire, entre guillemets, les produits naturels, les huiles essentielles. Enfin, non, sincèrement, il faut que ça s'arrête. Donc, on a l'OMS. Évidemment, on voit l'ONU... qui est totalement impuissante, puisqu'invariablement, les États-Unis vont mettre leur droit de veto sur toute tentative de force d'interposition à Gaza pour protéger les populations civiles, sur toute tentative de couloir humanitaire. Et tous ces trolls sur X, sur partout les réseaux sociaux, et X étant le moins censuré, entre guillemets, celui sur lequel les gens comme moi ont encore la possibilité de parler, mais qui sont harcelés de trolls fous qui essayent de manipuler les esprits au même titre que les grands médias les plus menteurs de l'histoire des médias, qui sont les médias actuels. Ils ont menti, évidemment, ils ont triché avec nous, mais peut-être sans le savoir pour la période du Covid, parce qu'ils avaient peur, et même quand c'était devenu absurde la manière avec laquelle ils avaient agi, de toute façon, ils n'ont jamais fait marche arrière, jamais fait de mea culpa. Ou alors, juste un pas en arrière en disant « on s'est trompé là-dessus, Poutine n'avait pas tellement de maladies » ou « on s'est trompé, le vaccin ne protégeait pas, etc. » Mais c'est plus pour circuler, il n'y a rien à voir, et on continuera avec les punaises de lit, avec le climat, et maintenant avec Israël. C'est toujours le même piège. Le piège de la prise de contrôle de notre humanité. Le piège de la destruction de notre humanité, puisqu'on nous fait accepter l'inacceptable, des mensonges. Mais où n'importe quelle personne avec un tout petit esprit critique peut démasquer les mensonges. Mais pas que. On nous fait accepter et considérer que tuer un enfant palestinien, c'est tout à fait normal, parce que c'est dans le cadre d'objectifs militaires pour réduire à zéro les pires terroristes de l'histoire de l'humanité. Et on voit, comme je disais un peu plus tôt dans la capsule, que c'est peut-être pas du tout le cas. Peut-être que il y a des commanditaires, des personnes qui tirent le ficelle, qui ont très intérêt à faire croire ça, pour faire oublier qu'en fait, la responsabilité, elle est entre leurs mains. Pourquoi quelqu'un comme le leadership du Hezbollah, Nasrallah, ne s'est pas exprimé? Mais parce qu'en fait, un grand chef, il prend le temps d'analyser les choses, il prend du recul avant de sanctionner, avant de se lancer dans une guerre, etc. Il n'y a que les fous qui agissent immédiatement, ou ceux qui ont tout prévu bien à l'avance, comme le fait d'avoir un grand sous-marin, plusieurs sous-marins nucléaires américains, un énorme porte-avions, d'ailleurs le plus grand du monde, pouf, juste en face de Gaza. Juste au-dessus des champs gaziers de Gaza qui appartiennent aux Palestiniens et qui représentent des milliards de dollars chaque année, pendant des années, de cette population qui n'a pas à boire, qui n'a pas à manger, qui n'a pas de liberté, qui n'a pas d'aéroport, qui n'a pas d'autoroute, qui n'a pas aucune industrie, qui a un taux de chômage incroyable, qui a pour seul horizon de mourir à petit feu, de faire des enfants qui vont mourir à petit feu. Mais ils y croient, les Palestiniens. Ils y croient. Ils ont un taux de natalité parce qu'ils croient en la vie. Et même si la vie est horrible, qu'il n'y a pas d'anesthésie, ils essayent de sauver chaque individu. Ils nous démontrent la beauté de la vie et l'importance de la vie.
Et franchement, pour ça, on ne peut que les admirer. Et aujourd'hui, ils sont les martyrs de notre abandon de leur monde, de notre humanité. Donc, ce que je voulais expliquer un peu, c'est après cette introduction, cette espèce de coup de gueule, c'est que on vit dans un monde où finalement les acteurs privés ont réussi à prendre le contrôle des acteurs étatiques. Et ils ont réussi à prendre le contrôle parce que on est dans une société de droit hyper compliqué, de contrats complètement incroyables, puisque il n'y a plus l'esprit d'un contrat, où à une époque on pouvait serrer la main et dire voilà, c'est comme ça que ça va se passer, et le contrat faisait quelques lignes, comme la Constitution américaine faisait quelques lignes. Maintenant, c'est des tonnes et des tonnes, entre la loi, la jurisprudence, les machins, enfin, ça correspond à des milliers de documents. On est très loin de l'époque du jugement de Salomon, où avant de juger, on essayait de faire preuve d'un peu de bon sens, et puis après, on était capable de trancher une décision qui allait permettre de régler complètement le problème et d'identifier les culpabilités. Cette époque est révolue. Et ça intéresse particulièrement les acteurs privés, ceux qui veulent s'engraisser et ramasser le plus d'argent. Alors, je vais vous donner un exemple. L'État, quand il fait un appel d'offres pour choisir un acteur privé, pour construire un immeuble ou pour prendre une concession, pour prendre quelque chose, va faire un certain nombre de budgets. Et il va y avoir un calendrier avec un appel d'offres. Donc, il y a des candidats pour répondre à la demande, mais l'État va aussi prendre des cabinets d'avocats pour l'aider, des cabinets d'expertise, des cabinets de consultants pour l'accompagner dans la démarche. Puisqu'au fur et à mesure, en face de lui, les prestataires pressentis pour prendre la concession également viendront avec leur service juridique, mais avec des avocats, des consultants, etc. Et ça se passe en plusieurs étapes. Mais l'État, en fait, souvent sous-budgétise parce que il sait pas payer. En fait, il sait faire des erreurs qui coûtent des milliards ou des dizaines de milliards, mais il ne sait pas payer pour éviter les mêmes erreurs. Et donc, il va payer au lance-pierre ces gens-là. Alors qu'en face, l'acteur privé, pour lequel chaque erreur de l'État peut lui rapporter des milliards, va prendre des consultants ou des avocats un peu vicieux, en fait, qui n'auront aucun état d'âme à trahir l'État, à faire que l'État signe des contrats misérables. Et on a le cas, par exemple, des concessions automobiles pour les autoroutes, qui rapportent des milliards aux concessionnaires. Mais c'est vrai absolument pour tout. Quand vous imaginez que des immeubles comme le palais de justice à Paris coûtera à l'issue des 25 ans d'exploitation en partenariat public-privé par Bouygues, par exemple, plus de 150 000 € le mètre carré. Mais même pour un hôpital, si on arrive à 4 ou 5 ou 10 000 €, ce serait beaucoup. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il va y avoir toutes les charges du propriétaire. Parce qu'en fait, l'État reste propriétaire, donc tous les gros travaux d'ascenseurs, de chauffage, les dégâts importants, etc., tout ça est facturé. On sait par exemple que s'il y a une table qui est abîmée, ou juste l'anneau pour les menottes au commissariat à l'intérieur du palais de justice qui est dégradé, ça coûte 750 €, je crois, à l'État de le faire réparer. Une réparation qui coûterait 10 €. Mais il va falloir faire des lettres, des demandes, des explications, des machins, choisir des prestataires, bloquer la table, la déplacer. Enfin, vous imaginez ? Quand vous allez vous balader dans les lieux comme ça, vous avez des écrans de télé partout, vous avez l'impression... D'abord, ils sont complètement inutiles et ils sont pas bien gérés parce que personne ne sait vraiment bien les gérer et puis comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais surtout, enfin, vous dites, mais on est tellement riche, tout va tellement bien en France, qu'on fasse de telles gabegies
Et dans le même temps, on ferme des hôpitaux, ce qui justifie la politique pour le Covid avec les étranglements. Donc pendant le Covid, on continue à fermer des hôpitaux et on continue encore aujourd'hui pour se plaindre la prochaine épidémie et pour inciter encore plus et encore plus violemment les gens à se laisser injecter n'importe quoi. Comme aujourd'hui, on va injecter les enfants avec ces vaccins multiples. Bref, j'essaie de vous expliquer que les États ne savent pas rédiger des contrats. Et c'est vrai aussi entre États. Et après, au milieu de tout ça, il y a une forme de corruption, c'est-à-dire que il suffit d'identifier les maillons faibles, et ces maillons faibles, on va pouvoir les corrompre et obtenir d'eux des orientations, des décisions qui sont assez mauvaises. Alors, je vais vous donner un exemple caractéristique. Quand il y a eu le vote des Nations Unies sur la Libye, pour éventuellement intervenir pour aider les citoyens, en principe, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Puisque en Russie, la décision avait été prise et il y avait une demande de Vladimir Poutine de mettre le veto. La Chine, qui était à l'époque dirigée par pas encore par Xi Jinping, mais par Hu Jintao, et la Russie se sont abstenus. Et à l'époque, c'était Medvedev le président et Poutine n'était que le Premier ministre. Et donc, ils ont pris cette décision de s'abstenir, qui a donné un blanc-seing à la France de Sarkozy et aux États-Unis d'Obama et Clinton de réduire à néant et de tuer, d'assassiner Kadhafi. Donc, j'ai fait une longue capsule là-dessus, je vous invite à la découvrir pour vraiment comprendre le dessous des cartes et pourquoi aujourd'hui ce pays est en guerre civile permanente, complètement détruit, alors que c'était un des pays où il faisait le plus bon vivre. Et contrairement à tout ce qui a été affirmé avant, depuis, etc., Kadhafi était loin d'être le personnage odieux qu'on a voulu dire. D'ailleurs, je vous rappelle juste à titre indicatif à quel point il était reçu en grand seigneur à l'Élysée par Nicolas Sarkozy, qui était souvent là-bas. On pourra s'intéresser aux détails de tous ces voyages, mais pas que par Nicolas Sarkozy, il était aussi reçu en grande pompe par Obama. Mais du jour au lendemain, quand ils ont découvert ces projets de monnaie, il fallait le détruire. Maintenant, je vais donner un autre exemple. C'était le processus de paix en Ukraine. Tout de suite, en mars, il y a un processus de paix parce qu'il est évident que l'Ukraine va perdre cette guerre. À moins que tout l'OTAN rentre en guerre face à la Russie, et même dans ce cas-là, la guerre serait perdue puisque la Russie ne peut pas perdre la guerre en tant que puissance nucléaire aussi importante. C'est-à-dire que si la Russie risque de perdre, c'est l'humanité entière qui perd. Donc c'est absolument stupide de croire qu'on va faire perdre la Russie, parce que la Russie dit un monde sans Russie, c'est un monde qui ne mérite pas d'exister. Ça a le mérite d'être clair, et quand on connaît les armes de destruction massive et de destruction rapide dont disposent les Russes, il faut prendre ce type de phrase de façon extrêmement sérieuse. Donc, un processus de paix commence et aboutissent. Et ça, Poutine a montré les documents avec les annexes qui étaient signés. Donc, il y a des documents clairs qui sont signés et des annexes. La paix en marche. Et dans le cas des accords, la Russie exécute tout de suite un certain nombre d'actes de bonne volonté en attendant la finalisation. Parce que souvent, dans un gros contrat, on a ce qu'on appelle les material terms, c'est-à-dire les termes les plus importants qui sont figés, un certain nombre de choses dans les annexes qui correspondent souvent à la mise en œuvre, entre guillemets, de l'accord, et qui sont des détails qui n'en sont pas. C'est fondamentalement important de se mettre d'accord là-dessus. Donc on en était là, mais après, en fait, il y a un espèce de contrat final qui va être signé en grande pompe avec les télés pour dire, voilà, on a réussi à s'entendre et... inutile qu'il y ait trop de destruction, inutile qu'il y ait des centaines de milliers de morts parmi les jeunes slaves, parce que je vous rappelle que l'Ukraine et la Russie sont des populations slaves, sont des populations frères ou sœurs, et donc très proches, et que ce sont des générations entières qui sont en train d'être détruites. Elles sont détruites parce que
c'est une véritable guerre de soldats qui a lieu. Contrairement à ce qui se passe à Gaza, où c'est une guerre de bombardements aériens qui détruisent les populations civiles. À chaque fois que ça a eu lieu, les États-Unis étaient dans la boucle. Inutile de vous parler des centaines de milliers de morts en Irak, et partout où les Américains et leurs alliés français passent. De plus en plus, d'ailleurs, les pays arabes commencent à proposer avec vigueur des solutions qui pourraient changer véritablement la face du monde, de boycott énergétique, de coupure des approvisionnements, voire même de batailles et de guerres tout azimut. Donc on arrive à ça, on est véritablement au bord du précipice. Mais en mars 2022, il y a vraiment une tentative de paix. Et les Russes s'éloignent de Kharkov. Et les Russes s'éloignent de Kiev, au nord de Kiev. Et en particulier, ils s'éloignent de Boutcha. Ils partent de Boutcha. Le maire de Boutcha arrive, il est très content, etc. Enfin bref, il visite la ville, tout va bien. Et quelques jours après, 2 ou 3 jours après, je me rappelle plus exactement, on trouve des cadavres dans la rue. Et d'un seul coup, la musique part en fanfare. Le charnier de Boutcha, les bouchers de Boutcha, il y a même le chef d'une section russe qui était là-bas, qui est désigné ad nominem comme étant le responsable de ça. Et il y a un certain nombre de personnes qui étaient sur place et qui disent mais pas du tout, il s'est rien passé de tout ça. Et les Russes essayent de se défendre, mais le brouhaha mondial est tellement fort. Sur le charnier de Boutcha, vous vous rappelez, il y a Van der Leyen qui va là-bas, qui montre son dégoût. Comment est-ce qu'ils ont pu tuer tous ces gens-là et les jeter. Alors, en plus, les chiffres, évidemment, chaque civil qui aurait été tué sans aucune raison, c'est abominable. Il n'y a même pas besoin d'arriver à 10. 1 suffit, selon moi. Mais rien ne tient la route. Pas de témoignages d'habitants, les rares personnes qui sont là disent « j'ai rien vu, rien entendu », le maire de Boutcha, etc. Mais là, tous les médias se mettent à raconter ça. Et ils essayent de démontrer, alors il y a plein d'invraisemblances sur le fait qu'il pleuvait ces jours-là et qu'il y avait de la pluie sous les corps et ceci et cela. Et comme pour l'affaire du MH, les Russes démontrent très vite que c'est pas eux, et ils s'étonnent que ça arrive juste alors que la paix a été signée et qu'évidemment, ils ont demandé à leurs troupes de reculer sagement, puisqu'en fait, les Russes, depuis le début, veulent la paix. Avant de lancer leur opération spéciale, ils ont tout fait pour essayer que la paix ait lieu. Minsk 1, Minsk 2, tout ça n'a pas été respecté, tout ça a été bafoué de façon éhontée, et on a les informations par téléphone qui montrent l'état d'esprit dans lequel étaient les Occidentaux lors de la signature, et évidemment les Ukrainiens qui ne faisaient qu'essayer de préparer une grosse armée avec laquelle ils espéraient faire plier la Russie, la mettre à genoux, voire la détruire, et ensuite la dépecer, un peu comme à l'époque de Helsinki, puisque la Russie est un pays extraordinairement riche, et en réalité, depuis toujours, c'est la cible. Alors, je vais pas expliquer dans cette vidéo, parce que je veux vraiment rester sous les 30 minutes, mais tout ce qui est Khazar, etc. Mais j'essaie de vous dire qu'en réalité, de la même manière que le deal grain, donc le corridor humanitaire, c'était pas respecté, c'était utilisé pour des transports d'armes, jusqu'à ce que les Russes en aient ras-le-bol. De même que l'accord sur le nucléaire avec l'Iran n'a pas été respecté par les Occidentaux. Donc l'Iran a fait sa part du contrat, mais nous, on n'a pas respecté. Ce que j'essaie de dire, c'est que on est dans le camp des gens qui n'ont aucune parole. Nos hommes politiques n'ont pas de parole, ça on le savait. Mais même quand on signe des contrats, on n'a pas de parole. Les conséquences de ça, c'est qu'on se fait avoir à chaque fois qu'on traite avec des acteurs privés, qui, eux non plus, n'ont pas de parole, mais qui sont beaucoup plus malins légalement et qui sont beaucoup mieux encadrés légalement. Je pourrais vous raconter des détails, je pourrais vous parler de tout ce qui est assassin économique, Fonds monétaire international, Banque mondiale, et la manière avec laquelle on dépaisse les pays d'Afrique, et je dis bien dépaisse, mais sans avoir besoin de leur faire la guerre. C'est un espèce de colonialisme très habile, et toujours à coup de corruption, à coup de prostituées dans des grands hôtels de luxe, etc. Et tout est fait pour dépecer, sans une goutte de sang, tous ces pays-là. Bref, fin de cette capsule. S'il vous plaît, partagez-la, abonnez-vous,
au compte Substack, aidez-nous, cette équipe qui se met en place pour développer cette lettre d'information, cette missive d'information. Et ce n'est que le début, donc il va y avoir tout un travail fait avec un site internet, il va y avoir un travail fait sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut être présent, et on trouvera toujours des solutions pour être présent sur les réseaux sociaux, parce que l'acte essentiel, c'est un acte de transmission de la vérité, mais transmission pédagogique, pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe dans les coursives, ce qui se passe derrière les rideaux, ce qui se passe en toute confidentialité. Et on va parler de la corruption, on va parler de tous ces contrats absolument scandaleux qui ont été signés. Et moi, j'ai eu la chance ou la malchance de vivre toutes ces choses-là de l'intérieur. Donc je vous en parlerai extrêmement régulièrement. Je vous remercie de joindre l'aventure Substack. Pour ceux qui ont la possibilité, véritablement aider financièrement, si vous le pouvez. Trouvez des personnes autour de vous qui voudraient suivre cette aventure et aider. Évidemment, si vous ne pouvez pas, n'ayez aucun remords, parce que je suis ravi pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens et qui souffrent chaque mois, pour lesquelles c'est la galère, d'offrir mon travail. Et je suis ravi aussi que parfois certaines personnes donnent plus pour permettre qu'il y ait tellement de personnes, malheureusement, et de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas, même pas payer symboliquement pour accéder à des informations de qualité. Et c'est toute l'horreur de ce système, puisqu'en fait, les informations gratuites sont des informations de très mauvaise qualité, et les informations payantes sont des informations auxquelles n'accèdent que les gens qui prodiguent des informations de mauvaise qualité pour passer leur temps à trouver les moyens de dégommer en fait les informations de qualité ou ceux qui les portent, et éventuellement même de les corrompre. Donc ça, j'en parlerai à l'occasion. À bientôt, merci beaucoup.